Alors tout d'abord, ce problème des faux souvenirs a été désigné aux États-Unis par l'expression la guerre des souvenirs. En fait, voici la problématique. Aux États-Unis, certaines personnes adultes ont retrouvé au cours d'une psychothérapie des souvenirs d'abus sexuels qu'elles auraient subis pendant leur enfance. Or, certaines d'entre elles se sont ensuite rendues compte que ces événements, entre guillemets, ne s'étaient jamais produits, que ces souvenirs étaient donc de faux souvenirs. Ces personnes, on les appelle en anglais des rétracteurs en fait, qui sont revenus sur les accusations qu'elles avaient portées contre les soi-disant pseudo-auteurs d'abus sexuels dont elles avaient été victimes. Ce phénomène s'est propagé en France, dans d'autres pays aussi, et dès lors, deux camps ont émergé. Le camp d'un côté des psychothérapeutes cliniciens qui soutiennent que ces souvenirs sont vrais et que ceux qui pensent le contraire sont en déni, et puis de l'autre côté des psychothérapeutes scientifiques, des chercheurs qui montrent, eux, que la mémoire est fragile, suggestible et malléable, et que par conséquent tous les souvenirs retrouvés d'abus sexuels ne sont pas nécessairement vrais. D'un côté, les scientifiques exigent des preuves objectives pour valider une position. De l'autre, certains thérapeutes sont convaincus par la réalité subjective de leurs expériences et de celle de leurs clients. La question principale que pose ce problème des faux souvenirs induits, c'est est-ce qu'on peut faire la différence entre les vrais et les faux souvenirs? Donc ça, c'est la question cruciale, c'est celle à laquelle vont s'atteler les chercheurs actuels. Je rappelle que, et ça c'est très très important, qu'ici il ne s'agit pas de nier l'existence et la gravité des abus sexuels avérés, et qu'il faut lutter contre tous ceux qui les commettent, bien sûr, mais je précise que c'est seulement si l'on différencie les deux problèmes que l'on pourra lutter efficacement contre l'un et contre l'autre. Alors tout d'abord, les définitions, pour partir de quelque chose de bien entendu. Donc tout d'abord, un faux souvenir, c'est le souvenir d'un événement qui n'a jamais eu lieu. Un souvenir retrouvé, c'est le rappel d'un souvenir perçu comme indisponible pendant une certaine période de temps et qui serait identique à l'événement passé. Un souvenir refoulé, c'est un souvenir qui serait rendu indisponible, mais là pour se protéger, qui pourrait être retrouvé, dit-on, par des thérapies d'inspiration freudienne. Un faux souvenir induit, c'est un faux souvenir qui a été produit par la suggestion thérapeutique ou par la suggestion expérimentale. J'en viens donc à cette notion de thérapie de la mémoire retrouvée. En fait, ces thérapies de la mémoire retrouvée recouvrent une grande variété de techniques thérapeutiques, et ces techniques thérapeutiques diverses reposent sur trois affirmations. La première, c'est que les symptômes actuels du patient sont causés par des expériences traumatisantes, telles que des abus sexuels qui auraient été subis dans l'enfance. La deuxième, c'est que les souvenirs de ces événements ne sont pas conscients. Et la troisième, c'est que rendre ce souvenir conscient, ou du moins reconnaître que le traumatisme s'est produit, est essentiel pour la réussite du traitement. Donc là, je m'appuie, vous le verrez, vous voyez peut-être en bas de mes slides, de mes diapositives, je m'appuie sur des études américaines sur les différents aspects du sujet. Donc là, c'est Kihlström. Il y a donc un chercheur américain dont j'ai produit les interviews qui s'appelle Lillian Feld et son équipe qui ont écrit un livre qui porte sur le décryptage de 50 grands mythes de la psychologie populaire. Et ces mythes, bien sûr, ils sont très importants, il faut les dénoncer, il faut les analyser, les débusquer. Le premier mythe, c'est que les victimes sont crédibles quand elles s'expriment avec émotion. Le deuxième, la mémoire humaine fonctionne comme un enregistreur ou une caméra vidéo
stockant avec précision les événements vécus. Le troisième mythe, c'est que l'hypnose est une méthode utile pour retrouver les souvenirs d'événements oubliés. Le quatrième, les individus refoulent les souvenirs d'expériences traumatisantes. Et un autre chercheur a identifié un autre mythe qui me paraît très important, à savoir que, dit-on, les médicaments et la chirurgie peuvent tuer des gens, mais un thérapeute ne pourra jamais blesser quelqu'un juste avec des mots. Donc, qui est un mythe évidemment très important. Alors tout d'abord, je me propose de vous montrer quelques extraits de vidéos. Donc le premier petit extrait, c'est une vidéo qui a été produite par la télévision suisse romande sur des sujets adultes, spécimens, manipuler des souvenirs faciles. Nous avons essayé, nous aussi, d'implanter un faux souvenir dans la tête de quelques spécimens avec lesquels nous avions tourné une séquence dans un cinéma. Quelques mois plus tard, nous les avons invités à un apéritif. À cette occasion, nous leur avons raconté une fausse anecdote soi-disant survenue lors du tournage. Nous leur avons fait croire que Luna, une petite fille devenue notre complice pour l'occasion, était présente dans le cinéma ce jour-là et qu'elle avait renversé du café sur le pantalon de Luna. Au cinéma, quoi. Et puis c'est avant qu'on tourne, quoi. Pour bien implanter ce faux souvenir dans leur mémoire, nous avons utilisé une vraie photo du tournage et en y ajoutant la petite Luna. Durant l'été, nous avons envoyé ce photomontage parmi d'autres photos souvenirs à nos spécimens. À l'automne, nous leur avons demandé de nous raconter quelques anecdotes sur le tournage. La présence de la petite Luna allait-elle faire partie de ces souvenirs? Notre expérience a-t-elle marché? Quand je suis arrivée, elle devait être à la caisse, donc je l'ai juste aperçue. Elle était dans la cage à l'entrée, où il y avait les biscuits, où on servait les cafés. Hein. Mais après, je me rappelle vraiment. Caroline, elle, ne se souvient pas de la tâche de café, mais elle garde un souvenir très précis de Luna. Alors, Luna, je m'en souviens plutôt comme une petite fille un peu timide. Je ne l'ai pas personnellement beaucoup côtoyée pendant cette journée-là. Je me souviens d'elle quand elle est entrée dans le cinéma et je me souviens d'elle parce qu'elle voulait se rendre utile en aidant à distribuer les cafés. Donc elle a été rejoindre Chloé dans la petite cuisine et à la cafetière. Et par la suite, je l'ai personnellement pas beaucoup vue, mais je me souviens d'un moment en fait où elle était un peu recroquevillée vers Chloé, un peu. Donc je l'ai sentie assez timide en fait. Et c'est l'image que j'en ai gardée d'elle. C'était une petite fille, visage un peu triste, en tout cas un peu fermé vers la machine à café. Durant cette interview, ce qu'on a essayé de faire avec vous, c'est de vous faire rappeler d'un souvenir qui est faux. Parce que la petite fille qui est sur cette photo, c'est une photomontage. Un photomontage, il n'y a jamais eu de petite fille ce jour-là au cinéma. Je crois pas. On l'a inventé. Et peu à peu, vous êtes arrivé à... Non. Si c'est vrai, je tombe des nues et je me rends compte à quel point on est manipulé. Et là, ça me vexe un petit peu en fin de compte. Si c'est vraiment vrai, je ne sais plus trop où est la vérité de la fiction. Et je suis impressionnée de voir à quel point on peut croire à une histoire aussi facilement. C'est-à-dire que la manière dont ça a été discuté, qu'on en a reparlé, pour moi, ça avait vraiment eu lieu. Ça avait vraiment eu lieu. Même si je ne l'avais pas vu moi-même. Et heureusement que je n'ai pas essayé de faire croire que je l'avais vu moi-même, parce que sinon je me sentirais encore plus mal. Mais c'est comme si vous vous en rappeliez de cette petite fille ce jour-là. Complètement, tout à fait. Et j'ai vraiment l'impression, mais non, elle était là, je suis sûre. Parce que je la revois vraiment vers la machine à café, donc j'ai vraiment cette image extrêmement présente à l'esprit. Donc j'ai de la peine à imaginer qu'elle puisse ne pas avoir été là ce jour-là.
Pour vous, elle était là. Pour moi, elle était là. Comme Caroline, personne n'est à l'abri d'un faux souvenir. Et notre mémoire en est certainement pleine. Voilà. Voilà, donc je passe à ce point, les faux souvenirs. Alors, il existe des faux souvenirs qui sont inventés ou fabriqués, mais ils peuvent l'être naturellement. C'est par exemple une histoire que raconte Jean Piaget sur son enfance. Il se souvenait d'avoir été enlevé quand il était enfant, puis en réalité il s'est rendu compte par la suite que ça c'était un faux souvenir, qu'on lui avait raconté une histoire qui était fausse. C'est aussi ce que raconte Elisabeth Loftus, qui a eu un faux souvenir d'avoir découvert à 14 ans sa mère noyée dans la piscine familiale et qui s'est aperçue qu'en fait ce n'était pas du tout elle qui avait découvert sa mère. Il y a aussi des faux souvenirs qui sont fabriqués par autosuggestion. C'est par exemple ce cas de Franziska Schankowska, alias Anna Anderson, qui s'était pris pour des raisons diverses qui étaient arrivées dans sa vie, qui s'était prise pour la fille du tsar, qui se faisait appeler Anastasia, et qui avait complètement investi le personnage. Et tout son entourage s'est laissé avoir aussi, a cru qu'elle était vraiment la fille du tsar. Et puis, il y a des faux souvenirs qui sont produits, fabriqués par manipulation mentale au moyen de la suggestion. Ce sont des faux souvenirs qui peuvent être produits par des interrogatoires répétitifs sur des événements inexistants et qui peuvent aussi être produits par des thérapies de la mémoire retrouvée, comme on va le voir. On voit d'ailleurs ce phénomène dans des films que vous connaissez peut-être comme Inception ou Eternal Sunshine of the Spotless Mind, qui sont des films américains qui montrent ce phénomène. Alors, il y a des faux souvenirs qui sont fabriqués expérimentalement et principalement Elisabeth Loftus, chercheure américaine, a montré la facilité de suggérer des faux souvenirs par manipulation mentale. Elle appelle cela des faux souvenirs enrichis. En fait, ce sont des souvenirs autobiographiques qu'on est allé prendre dans la vie du sujet, qui sont vrais et dans lesquels on a instillé des faux souvenirs qui sont les uns vraisemblables et les autres invraisemblables. Donc on peut très bien, par manipulation mentale expérimentale, produire des faux souvenirs. Elle l'a fait avec des expériences qui sont devenues très célèbres. Par exemple, l'expérience, la première, perdue dans un centre commercial, je ne détaillerai pas, Bugs Bunny à Disneyland, vous en avez peut-être entendu parler. Une expérience qui est le voyage en ballon avec son père, qui est une expérience très simple, dont elle va nous parler tout à l'heure dans un petit extrait. Une autre, léchée par Pluto, des gens qui sont persuadés qu'ils ont rencontré Pluto et qu'ils ont été léchés par lui et qui du coup ne veulent plus acheter aucun jouet qui ressemble à Pluto. Pour l'instant, je vous montre un petit extrait d'une vidéo de Martial van der Linden et d'Elisabeth Loftus qui montre l'existence de ces faux souvenirs expérimentaux. La plupart des chercheurs actuellement dans le domaine de la mémoire considèrent effectivement que la mémoire c'est un processus de construction. Quand on met en mémoire, on construit un souvenir en fonction de nos croyances, de nos valeurs, de nos buts, de nos conflits. Et de la même manière, quand on récupère un souvenir, on va récupérer ce qui correspond à nos buts, nos croyances, nos valeurs. Donc c'est vraiment un processus de construction. On est loin de la métaphore de l'ordinateur ou de l'appareil photographique. On n'est pas du disque dur qu'on aurait... Voilà, on construit nos souvenirs. Une chercheuse américaine a poussé l'exercice plus loin. Elle a réussi à implanter sciemment dans la mémoire de plusieurs personnes le souvenir d'événements qui ne s'étaient jamais produits. L'une des choses qui m'a impressionnée, c'est que lorsque nous avons essayé d'implanter des souvenirs totalement faux dans la tête des gens, j'ai pu constater à quel point c'était facile à faire. Par exemple, nous avons réussi à faire croire à des gens que lorsqu'ils avaient 5 ou 6 ans, ils s'étaient perdus dans un centre commercial, en leur mentionnant un lieu précis et en citant des personnes présentes.
Nous avons réussi à ce que ces gens se souviennent de cette expérience qui était totalement inventée. Et pour y parvenir, nous leur avons dit que leur mère ou leur père nous avait raconté ce qui leur était arrivé quand ils avaient 5 ou 6 ans. Et nous leur avons demandé ce dont ils se souvenaient. Ensuite, nous leur avons raconté quelques détails de cette histoire inventée. Cette expérience de s'être perdu, d'avoir peur, d'avoir pleuré, et puis d'avoir été retrouvés et remis à leur famille. Quand nous avons fait ça pour la première fois dans les années 90, une personne sur 4 a cru à notre histoire et s'est mise à se souvenir partiellement ou totalement de cet événement inventé. Dans une autre expérience, des chercheurs ont emprunté une photo tirée de l'album familial de plusieurs spécimens. À partir de cette image et grâce à un montage, ils ont créé de toutes pièces une photo représentant un tour en montgolfière. Quelques jours après, les scientifiques ont demandé aux spécimens de se replonger dans leur enfance et de commenter leur album. En voyant la photo truquée, une bonne partie d'entre eux se sont souvenus de leur voyage en montgolfière alors que celui-ci n'avait jamais eu lieu. Et plus étonnant encore, ils l'ont raconté avec de nombreux détails. Nous avons donné un nom à ce phénomène. C'est une inflation de l'imagination. Parce que notre recherche a démontré qu'en incitant par exemple des gens à imaginer qu'ils étaient tombés quand ils étaient petits et avaient cassé une vitre avec leurs mains, on les amène à être plus confiants et à croire plus tard que cet événement est réellement arrivé. C'est donc à ça que peut aboutir l'imagination. Et lorsqu'on demande plus tard à ces gens s'ils ont cassé une fenêtre, ça résonne en eux comme quelque chose de familier. Ils croient que c'est vraiment arrivé. Mais cette familiarité est due au fait qu'on leur a fait imaginer cet événement en les aidant à construire ce processus imaginaire. Voilà, donc Elisabeth Loftus, vous venez de le voir, donc s'est attelée à cette tâche de fabriquer de façon expérimentale des faux souvenirs pour montrer que dans les thérapies de la mémoire retrouvée, c'est le même processus même qui se manifeste. La recette, c'est, elle dit, il faut rendre l'événement plausible, recueillir auprès de la famille toutes sortes de éléments véridiques, d'événements qui se sont réellement passés, et insérer, ajouter un événement qui est inventé. Il faut raconter plusieurs fois l'histoire enrichie, embellie avec des détails sensoriels, et ceci, dit-elle, produit une inflation de l'imagination. Nous allons utiliser les détails sensoriels pour nous convaincre de la réalité de nos souvenirs. Ensuite, demander au sujet de raconter leur histoire plusieurs mois plus tard. Bien entendu, on ne peut pas, sur le plan éthique, faire les mêmes expériences en ce qui concerne ce qui est vraiment problématique ici dans les thérapies des faux souvenirs, à savoir, bien sûr, les abus sexuels. Elisabeth Loftus, que j'ai interviewée, m'a dit aussi qu'aucune expérience n'avait pu être faite sur le processus mental de déconditionnement par lequel on prend conscience de la fausseté du souvenir. Donc ceci, évidemment, est un problème. Récemment, donc, il y a eu une expérience, il y en a eu beaucoup, mais une expérience qui a été faite par deux chercheurs, Julia Shaw et Stephen Porter, et qui est une expérience qui, en fait, consiste à faire retrouver à des sujets, 60 sujets innocents de 20 à 31 ans, en 3 séances de 40 minutes, par la suggestion, mais sans pression, à leur faire retrouver le souvenir d'avoir commis dans leur jeunesse un délit qu'en réalité ils n'ont jamais commis. 76% ont avoué un délit qu'ils n'avaient pas commis. Ils en avaient des souvenirs très vifs, très détaillés. Par exemple, Julia Shaw raconte le cas d'une dame, d'une jeune femme qui a retrouvé le souvenir qui était en fait un faux souvenir. Elle n'avait jamais commis cet acte d'avoir blessé quelqu'un avec une pierre, et au fur et à mesure qu'elle racontait cette histoire, qu'elle la racontait de nouveau, etc., la pierre prenait de plus en plus d'ampleur, elle la voyait de plus en plus grosse, et à la fin c'était pratiquement un rocher qu'elle avait jeté sur une autre personne.
Julia Shaw dit nous pensions que nous aurions un taux de réussite d'environ 30% et nous avons fini par en avoir un de plus de 70%. Bien entendu, à la fin de cette expérience a lieu un débriefing. Au début, les sujets ont énormément de peine à admettre que c'est un faux souvenir, et puis, grâce au débriefing, peu à peu, ils en prennent conscience. Alors, bon, question importante, est-ce qu'on peut différencier les vrais et les faux souvenirs? Bien sûr, c'est la question principale. Les chercheurs disent oui, on peut différencier un vrai souvenir d'un faux souvenir si on peut vérifier que l'événement remémoré s'est réellement produit. C'est-à-dire si on a des témoignages, si on a des examens cliniques, des examens ADN par exemple, si on a la présence de traces, si on peut localiser géographiquement les choses, etc. Donc si on a une corroboration ou confirmation indépendante du récit lui-même, on peut dire oui, c'est un vrai souvenir. Mais on ne peut pas, pour la majeure partie des souvenirs retrouvés en thérapie, qui n'avaient jamais existé jusque-là et qui portent sur des événements, et c'est ça le propre des thérapies de la mémoire retrouvée, qui portent sur des événements qui se seraient produits 20 à 30 ans plus tôt. Les critères invoqués de clarté, précision, vivacité, émotion qui accompagnent le récit ne sont pas des critères probants. Un faux souvenir peut être aussi clair, précis, vif, émotionnel qu'un vrai souvenir. Donc le problème n'est pas que tous les souvenirs induits ou retrouvés soient faux, bien entendu. Le problème, c'est que la probabilité qu'ils soient faux n'est pas négligeable et qu'il n'y a aucun moyen de le vérifier en dehors d'une confirmation extérieure. Alors j'aborde maintenant cette question, les faux souvenirs induits par les thérapies de la mémoire retrouvée. Alors tout d'abord, pourquoi et comment rechercher des souvenirs en thérapie ? Alors tout d'abord, ça s'explique par la naissance en 1890 d'un mythe psychiatrique, à savoir l'idée que c'est le souvenir oublié qui est la cause de troubles psychiques. Et cette idée que la suggestion hypnotique va déclencher la remémoration de l'événement traumatique oublié. Pourquoi l'hypnose va être utilisée beaucoup au départ. En 1895 jusqu'à 1908, deux chercheurs, chercheurs, Breuer et Freud, vont montrer qu'en forçant la mémoire, à retrouver la réminiscence inconsciente, puis le souvenir refoulé, en utilisant l'hypnose ou toute autre technique suggestive apparentée, par exemple l'imposition des mains, l'écriture ou la parole automatique, le rêve éveillé, et puis des associations libres, par exemple pour Freud, on va pouvoir retrouver donc la cause des traumatismes actuels. Définition du faux souvenir induit. Donc c'est un souvenir d'abus sexuel retrouvé en thérapie, je l'ai dit tout à l'heure, 20 à 30 ans après l'événement incriminé, alors qu'il n'avait jamais existé auparavant. D'après les études américaines, le faux souvenir affecte principalement des femmes. Leur moyenne d'âge est de 32 ans et il les conduit à accuser leurs parents. Cela ne signifie pas qu'il n'existe pas de vrais souvenirs d'abus sexuels, bien entendu, ni que les abus sexuels n'existent pas. Le phénomène des faux souvenirs se répand aux États-Unis à partir des années 80-90, puis il va envahir différents pays. Dès son apparition, il va être étudié par Elizabeth Loftus, Richard McNally, Daniel Schachter, Nicolas Panos, Eric Kandel, donc des grands noms de la psychologie américaine. Donc le premier ouvrage en 1988 d'Elizabeth Loftus, The Myth of Repressed Memory, et en 2003, j'ai fait figurer ici l'ouvrage incontournable de Richard McNally, Trauma. Loftus raconte des histoires de cas qu'elle a étudiées particulièrement et elle montre que tous les souvenirs retrouvés en thérapie ne sont ni vrais ni faux par définition, que l'hypothèse du doute doit toujours être posée. Tous ces auteurs rapportent des cas où cette hypothèse ne l'a justement pas été et Elizabeth Loftus surtout rapporte les cas de, par exemple, Holly Ramona, Jane Doe, Beth Rutherford, Olivia McKillop, Dean Price-Bondolt, etc., Nadine Poole. J'ai mis en gras deux d'entre eux, je vais simplement vous montrer quelle est l'histoire de ces deux jeunes femmes.
Alors, Oli Ramona est une étudiante en psycho, donc son cas remonte à 1989. À 19 ans, elle consulte une thérapeute pour boulimie et dépression. La thérapie est accompagnée d'injections de pain total, qui est familièrement appelé sérum de vérité, et qui est censé garantir la véracité des souvenirs. Au bout de quelques mois, Oli retrouve le souvenir ignoré jusque-là d'actes d'inceste commis par son père sur elle entre 5 ans et 8 ans. La thérapeute organise une séance de confrontation entre Oli et son père au cours de laquelle celle-ci l'accuse, puis elle porte plainte contre lui. La famille de Oli Ramona est détruite, les parents divorcent, et puis grâce au témoignage d'Elisabeth Loftus au procès, le père de Oli est disculpé, le thérapeute est condamné à $1 demi-million de dommages et intérêts. Oli Ramona ne renie rien de ces accusations, elle s'installe comme thérapeute, spécialiste des troubles alimentaires et des abus sexuels, et elle continue, et bien d'autres comme elle. En 92, Beck Rutherford, donc c'est une infirmière dans le Missouri. Elle est stressée par son travail d'infirmière, elle consulte une thérapeute. Au fil des séances de thérapie, elle découvre qu'elle a été violée plusieurs fois par son père entre 7 ans et 14 ans et qu'il lui a fait subir un avortement. Accusée, le père perd son emploi et risque 7 ans de prison. Mais plus tard, elle va revenir, elle, sur ces accusations. Des examens médicaux montrent qu'elle est encore vierge et que son père a subi une vasectomie avant les événements incriminés. En 1996, après un procès, le psy est condamné à l'équivalent de $1 million. Et Beth Rutherford en tire des conclusions dans son journal, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur Internet. Elle dit « Le pouvoir de la suggestion est sous-estimé. C'est comme si l'on entrait chez un médecin avec une migraine et que l'on en sorte amputé de ses bras et de ses jambes. » L'évolution du phénomène aux États-Unis, donc ce phénomène des souvenirs, des faux souvenirs, donc apparaît en 90, 93, enfin apparaît dans les années fin des années 80. En 90, 93, il marque un pic, puis il va décliner. Donc ce sont des études, des résultats qui sont obtenus à partir de questionnaires envoyés par l'association américaine à ses adhérents en 2004. J'y reviendrai. Pourquoi ce déclin aux États-Unis alors qu'il persiste en France, en Grande-Bretagne et dans d'autres pays? Essentiellement grâce à la création d'une association en 92 à Philadelphie qui s'appelle la False Memory Syndrome Foundation. La constitution d'un comité scientifique de la FMSF, dont font partie entre autres des chercheurs tels que Martin Gardner, James Randi, Fred Frankel, Elisabeth Loftus, Paul McClure, Richard Martinelli, etc. Le soutien du Skeptical Inquirer et la publication de nombreux livres et études sur ce sujet. Et puis, des recherches en psychologie scientifique, en neurosciences, qui d'ailleurs continuent, ne sont pas arrêtées pour autant. Aussi l'information des professionnels, des journalistes, des juristes, et puis aussi qui fait décliner le phénomène, les procès de certains thérapeutes de la mémoire retrouvée qui vont prendre le pas sur le procès des parents accusés par leurs enfants, un procès qui s'était énormément développé avant cette époque. Les ravages des thérapies de la mémoire retrouvée. Donc, je précise que les thérapies de la mémoire retrouvée aggravent le plus souvent l'état des patients. C'est aussi le résultat d'enquêtes faites par la BFMS. Et donc Scott Lilienfeld, etc. On voit dans les études que les patients qui entrent en thérapie avec 10% de pensées suicidaires sortent après la thérapie avec 67% de pensées suicidaires. 10% après la thérapie n'ont plus d'emploi. Il reste 10% qui ont encore un emploi, 64% sont encore mariés alors qu'ils étaient 93% en entrant en thérapie, etc. Et surtout, ce qui est important, c'est que 100% des patients qui sont entrés dans des thérapies de la mémoire retrouvée rompent avec leur famille. Le scénario des thérapies de la mémoire retrouvée, TMR. Donc les thérapeutes de la mémoire retrouvée poussent leurs patients à accuser souvent publiquement leurs parents. Ils estiment que c'est une étape thérapeutique nécessaire.
Il les incite à rompre avec leurs parents, leurs amis, tous ceux qui doutent des accusations, à persuader leurs frères et sœurs de se mettre dans leur camp. Ils disent que ce genre de choses arrive dans les meilleures familles. Les conséquences, eh bien, c'est l'explosion de la famille, la détresse des parents, les dépressions, les suicides fréquents, l'aggravation de l'état du patient. On voit que le thérapeute prend auprès du parent la place qui était occupée auparavant par les parents, qui sont maintenant qualifiés de toxiques. Dans tout ceci, le rôle de la suggestion, donc suggestion et faux souvenirs induits. Disons qu'en thérapie, l'influence commence dès l'entrée en thérapie, quelle qu'elle soit, donc ce n'est pas propre à ces thérapies-là. Jacques Van Rillard dit le principe de neutralité est une illusion, tout thérapeute influence. Mais dans le cas des TMR, les thérapeutes utilisent divers procédés suggestifs qui ne sont pas validés, et ceci pour faire parler l'inconscient et faire surgir le refoulé. Pour eux, les souvenirs spontanés n'ont aucun intérêt. Ce qui est important, c'est de faire remonter des souvenirs qui sont dits refoulés. Donc les procédés qui vont être utilisés, c'est l'imposition des mains, l'association libre, la régression, le reverse, l'interprétation des rêves, l'imagerie guidée, le jeu de rôle, la thérapie de groupe, les photos de famille, etc. Et puis on va le voir là, un procédé qui est utilisé aussi beaucoup, qui s'appelle la canalisation, et aussi l'hypnose, et des interrogatoires répétitifs, des questions biaisées, etc. Donc en ce qui concerne la canalisation, je vais vous montrer un petit extrait d'une émission qui avait été faite sur France 2, qui s'appelait Les Infiltrés, dans lesquelles en fait on voyait une journaliste qui s'était infiltrée en caméra cachée chez une thérapeute et qui était en fait connue pour faire retrouver des souvenirs, des faux souvenirs d'abus sexuels. Et voilà, donc je vais vous montrer un petit extrait, un premier extrait de cette émission. Le rapport 2007 de la mission gouvernementale qui lutte contre les dérives sectaires pointe du doigt une nouvelle pratique, les faux souvenirs induits. Un phénomène très inquiétant. Le faux souvenir induit résulte de techniques d'autosuggestion. En clair, le praticien manipule la mémoire et suggère à son patient qu'il a été victime d'agressions sexuelles ou de maltraitance dans son enfance. Je contacte une thérapeute réputée pour pratiquer ce genre de manipulation. Pour obtenir un rendez-vous, je lui dis souffrir d'un problème d'ordre sexuel. J'aimerais bien savoir d'où ça vient, pourquoi ce blocage, pourquoi les choses ne vont pas à ce niveau-là. Attendez donc à la gare, le détournage passe 17h. Je vous remercie, madame. Direction une ville moyenne de province. La thérapeute reçoit chez elle. Ici, pas de plaque. Apparemment, la praticienne travaille en toute discrétion. Voilà, merci. Alors, qu'est-ce qui vous amène? Des problèmes de sexualité. Voilà. Je suis incapable de conserver un homme. Baisse de désir, problèmes intimes, rejet de l'autre. La thérapeute me donne une première explication. Le dégoût, ça ne surgit pas du néant. Hein. Le dégoût, c'est lié à des souvenirs dégoûtants. En général, ils ont été refoulés, bien refoulés. C'est-à-dire, ça veut dire que vous avez été en contact avec la sexualité d'un adulte ou d'un adolescent plus âgé que vous pendant votre enfance ou votre adolescence, qui vous a fait des choses que vous avez trouvées dégoûtantes, tellement dégoûtantes que vous avez tout oublié apparemment. Je m'en souviendrai. À peine 2 minutes d'entretien et déjà cette thérapeute me parle d'une agression dont j'aurais été victime durant mon enfance. Et comme je n'en ai aucun souvenir, elle en profite et va plus loin. Pensez à quoi? Bon, je pense que c'est pas que je pense d'ailleurs, c'est que je sais pour avoir travaillé sur cette question depuis les années 80. Quand on subit un choc très grave, un des modes de défense, une façon de se protéger psychiquement, c'est tout oublier. Selon la thérapeute, l'auteur de cette agression serait même l'un de mes proches.
Pourtant, je lui dis n'en avoir aucun souvenir. Rien de plus normal, selon elle. Le psychisme fabrique ce refoulement, en général, parce que ça implique une personne proche. Un ami de la famille ou quelqu'un de la famille. 20 petites minutes auront suffi à la thérapeute pour m'inventer de faux souvenirs et pas des moindres. Mais ce n'est pas tout. Elle dit être en mesure d'identifier précisément cet agresseur. Donc le procédé qu'elle va utiliser, c'est le procédé de canalisation. Dernière étape, elle va tenter de lire en moi. On peut terminer cette première séance par un travail de canalisation. Je m'assois à côté de vous, avec un bloc, et votre inconscient va me transmettre des informations. C'est comme si vous me parliez à haute voix, sauf que vous dites rien, donc vous êtes détendu. Et je reçois ces informations et je les note. Donc ça permet de gagner du temps quand les souvenirs sont refoulés. Soyez prête éventuellement à apprendre des choses qui ne sont pas forcément plaisantes. Je pense que vous êtes venu de Paris pour ça éventuellement. La thérapeute vient donc s'asseoir à mes côtés. Vous asseyez-vous. Si vous laissez votre intention s'exprimer, d'accord. Je le suis. D'accord. Taillez, détendez-vous, et puis quand vous vous sentirez plus détendu, vous pouvez mettre votre main gauche sur mon épaule. C'est parti. La main de la thérapeute écrit ce que je suis censée penser. En moins de 5 minutes, elle a déjà décodé ce que soi-disant mon cerveau lui a envoyé comme information. Ça commence très bien. Il y a un viol dans ce moulin. Je ne sais par qui, je ne sais comment. Je dors. Je me suis endormie l'après-midi. Est-ce lui, mon grand-père? Ça me terrifie de le savoir, je ne veux pas. Expire. Après 45 minutes de consultation, le coup de grâce. La thérapeute veut me faire croire que le violeur serait mon grand-père. Là encore, je lui dis n'en avoir aucun souvenir. Mais visiblement, ça ne la dérange pas. Elle persiste. Je m'en souviens pas. Ça a été à quel âge? Avant 8 ans. Voilà, avant 8 ans. Pas de problème. Voilà, donc je continue. Alors il y a un autre procédé, enfin je vous ai dit, il y a beaucoup de procédés qui sont utilisés, et entre autres le procédé d'hypnose qui est utilisé parce que l'hypnose a un attrait très fort chez les patients et chez les thérapeutes. L'hypnose est un outil produisant par la suggestion un état de conscience altéré. C'est un outil qui peut très bien déboucher sur des faux souvenirs. Et par exemple, Jean-Marc Benayem, qui est un hypnothérapeute, psychiatre hypnothérapeute sérieux, qui dit en fait les gens ont envie de retrouver des souvenirs, et bien sûr on peut aboutir très facilement à des faux souvenirs. En fait, beaucoup de thérapeutes croient que l'hypnose permet de récupérer des souvenirs perdus. Il n'y a pas très longtemps, j'ai eu un contact avec une personne qui me disait qu'elle consultait un hypnothérapeute et que cet hypnothérapeute lui disait que pendant l'hypnose, alors même qu'elle n'était pas consciente, elle parlait de souvenirs, elle retrouvait des souvenirs remontant à son enfance, d'abus sexuels commis par quelqu'un de sa famille. Et donc cette femme se posait quand même quelques questions. Elle dit retrouver ces souvenirs, ça me fait vraiment très très peur, mais en même temps j'ai l'impression que depuis que je les retrouve, mes problèmes prennent sens. Et donc elle me dit qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que je peux faire? Je lui dis très simplement, moi je ne peux pas vous conseiller quoi que ce soit, sauf une chose, quand vous irez chez votre hypnothérapeute peut-être, prenez un magnétophone que vous cachez dans vos vêtements
qui vous permettra d'enregistrer ce que réellement vous dites pendant la séance d'hypnose. Et c'est ce qu'elle a fait. Quand elle est rentrée chez elle, elle a réécouté la bande magnétique du magnétophone et sur cette bande, il n'y avait absolument rien. Tout ce que l'hypnothérapeute lui disait était en fait faux. Elle n'avait jamais raconté toutes ces histoires-là, comme dans ce procédé-là de canalisation, la même chose. J'ai dit aussi tout à l'heure que des interrogatoires répétitifs, des questions biaisées, peuvent entraîner aussi des faux souvenirs. Et là, j'ai un petit extrait vidéo de Philippe Jean Marquet, professeur de psychiatrie, qui montre ça, et on en reparlera. Bernard, Stéphanie, un consultant international, une avocate brillante, comment ont-ils pu se laisser piéger à ce point-là ? Pour le comprendre, nous avons fait appel à un spécialiste de la manipulation mentale, Philippe Jean Marquet. Il est professeur de psychiatrie. Nous le retrouvons à l'ancienne faculté de médecine de Paris. Voilà, les faux souvenirs, il en a entendu parler pour la première fois lors d'un congrès aux États-Unis. C'était en 1989. Ce qui est toujours stupéfiant, c'est le fait des gens qui ont un haut niveau intellectuels, qui ont une insertion sociale de qualité, qui n'ont pas de vulnérabilité apparente, qui n'ont pas de troubles majeurs, puissent être ainsi mis sous emprise mentale. C'est-à-dire que le fait de la technique de l'emprise mentale fait qu'on abolit tout sens critique. Philippe Jean Marquet a décortiqué la méthode de ces pseudothérapeutes. Pour induire des faux souvenirs, le procédé est toujours le même. Partir d'un élément vrai, une gifle par exemple, et broder une histoire. Cette claque que vous avez reçue une fois dont vous vous souvenez, etc., je peux parfaitement, si j'étais un thérapeute souhaitant vous mettre sous emprise, dire « mais vous vous souvenez que de celle-là ». Mais vous ne pensez pas qu'il y en a eu d'autres. Vous dites « oui, il y en a peut-être eu d'autres ». Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y en a eu d'autres qui ont pris un caractère un peu plus érotique? Est-ce que vous ne pensez pas que votre père ou votre mère, ils prenaient du plaisir? Est-ce que vous ne pensez pas que là, il y a une dimension sexuelle qui était là, et pour une petite fille comme vous, est-ce que ce n'est pas quelque chose de terriblement dangereux, terriblement stressant, terriblement désorganisant? D'ailleurs, si vous vous en souvenez pas, c'est parce que c'était très traumatisant. CQFD, le faux souvenir vient d'être créé. Les résultats de la manipulation réussie. Donc, c'est un scénario qu'on appelle un scénario d'emprise mentale et d'une dérive sectaire. Donc on peut le décrire, c'est un scénario, donc en fait il se reproduit toujours de la même façon. Au départ, le patient est souvent incrédule, son enfance a été heureuse. En quelques séances, il admet que l'abus est la cause de ses symptômes. Le thérapeute le pousse alors à se confronter aux parents incriminés, donc père en général. Il prévient le patient que celui-ci sera dans le déni. Il l'incite à l'accuser, à rompre avec lui, puis avec sa famille, ses amis, tout son entourage familier. Telles sont, dit-il, les conditions de la guérison. Le patient est alors isolé, vulnérable, sous la dépendance exclusive du thérapeute. Et Philippe Jean Marquet donc, montre que c'est exactement le scénario d'une emprise mentale. Il a été auditionné à la commission sénatoriale en novembre 2012, où il décrit ce scénario. Les principales raisons de l'adhésion du patient à la thérapie. Alors le patient, en fait, quand il vient en thérapie, il est engagé dans un processus dont le thérapeute lui dit qu'il va lui apporter la guérison. Le thérapeute, en plus, a l'autorité de la blouse blanche, l'autorité des titres, des diplômes, et puis il est considéré souvent comme le médecin des âmes. Le patient a le sentiment d'être libre, personne ne l'a obligé à venir en thérapie, mais il ne se rend pas compte qu'il va subir une pression insidieuse. On va lui donner une interprétation de ce qu'il vit, qui va le rendre vulnérable. Il va être perçu comme une victime inconsciente d'un pouvoir abusif, c'est le pouvoir des parents, de la famille, de la culture aussi, qui est une culture punitive, coercitive, etc. Et le patient qui a déjà beaucoup de préoccupations, qui n'est pas là pour se faire plaisir, eh bien, il va très vite abandonner sa responsabilité par soumission à l'autorité. La suggestion du thérapeute peut être verbale ou non verbale, mais elle est d'autant plus efficace qu'elle est imperceptible. Donc, bien sûr,
c'est ce qui va se produire. Et puis, il y a aussi ce lien affectif intense au thérapeute qui va se créer, et ce lien qui est d'ailleurs considéré souvent comme un rapport magnétique, ou encore, comme disait Freud, un transfert. La difficulté à sortir des faux souvenirs, donc les études américaines montrent que 8% seulement des patients qui sont tombés dans ces faux souvenirs et dans ces accusations, 8% seulement reviennent et se rétractent au bout de 5 à 6 ans en moyenne. On les appelle les rétractors. Les autres, les returners, qui peuvent revenir dans la famille mais qui ne reviennent jamais sur leurs accusations, sont à 36%, vous le voyez, et les refusers, ce sont ceux qui ne reviennent jamais ni dans la famille ni sur leurs accusations et qui sont une large majorité. Pourquoi est-ce qu'il est si difficile de sortir d'une thérapie de la mémoire retrouvée? Eh bien, pour des raisons que peuvent éclairer les théories de la dissonance cognitive et de l'engagement. Tout d'abord, il y a chez le patient, chez tout le monde, chez nous tous, le désir de ne pas nous contredire en revenant sur ces accusations, la difficulté à reconnaître que l'on s'est trompé, la culpabilité, le désarroi, la peur, toutes sortes de sentiments de ce genre, et puis bien sûr ce qui est produit par la thérapie, à savoir l'isolement du patient, couper les siens, et la fragilisation. Évidemment, quand il arrive, il a un problème, mais peu à peu, au cours de la thérapie, il devient vraiment très fragile. La sociologie des victimes. Donc, on peut voir que le niveau d'étude des patients qui accusent leurs parents est un niveau d'étude élevé. Les 2/3 ont suivi des études universitaires, comme vous le voyez sur le schéma que je vous donne. Et ce qui est très important, c'est de voir que la résistance à la manipulation n'est pas corrélée avec le niveau d'études. Ce qui veut dire que même quand on a fait des études élevées, on peut être très sensible à la manipulation, et même parfois plus encore que si on n'a pas fait d'études. La sociologie des parents accusés, le profil social des parents accusés, donc on voit qu'ils appartiennent à des classes moyennes à 90%. Les personnes accusées, les résultats obtenus à partir de 1731 réponses sur 4400 questionnaires envoyés par la FMSF à ses adhérents. Donc le père est l'accusé principal à 82%, la mère à 9,6%, mais la mère est accusée généralement de complicité, d'avoir laissé faire. Voilà, donc les enquêtes. L'ampleur du phénomène des faux souvenirs induits. Donc ce phénomène s'est répandu dans les pays anglo-saxons, le Canada, la Grande-Bretagne, mais aussi bien sûr en France, on en parle très peu, en Hollande, en Allemagne, au Japon, en Israël. Mark Prendergast, qui est un chercheur américain, a calculé que pour les États-Unis, entre 91 et 93, 1 million de cas par an étaient apparus. Donc il le dit dans un chapitre de son livre. Alors chez nous, de ce livre, chez nous en France, il y a encore, et c'est dommage, peu de recherches sur ce sujet et surtout aucune statistique n'a été faite sur, malgré le nombre important de cas. L'AMI Vilut, donc, elle a dénoncé les TMR en tant que thérapie déviante, et la commission parlementaire du Sénat a auditionné les acteurs concernés en novembre 2012, et il y a en France des associations militantes qui luttent contre le phénomène. Ce sont l'AFSI, Alerte Faux Souvenirs Induits, le CCNM, Centre contre les manipulations mentales, l'UNADFI, le GELPI. Ces récits vont être, à partir du moment où on abandonne ces théories, elles vont être considérées comme des fantasmes par un grand nombre de psychothérapeutes américains. Ce déni massif provoque les réactions du mouvement féministe dès les années 70. Et bien sûr, il va y avoir des conséquences. Ça va être la vague des faux souvenirs et des accusations qui va s'amplifier, le retour à la théorie de la séduction, la naissance du syndrome des faux souvenirs. Va apparaître de la part de deux féministes, Hélène Bass et Laura Davis, un livre qui va devenir un guide pour les femmes survivantes d'abus sexuels, The Courage to Heal, Courage de guérir. Ce livre va être édité et réédité de 88 à 2008, sans arrêt aux États-Unis, utilisé par les thérapeutes
Paul McClure va le qualifier de Bible des thérapeutes incompétents. Alors je dis un petit peu de quoi il s'agit. En fait, pour les auteurs de ce livre, la cause des difficultés existentielles, c'est invariablement l'abus sexuel dans l'enfance. Le remède, c'est retrouver le souvenir, trouver le coupable, l'accuser, lui faire payer son crime. Ceci est une preuve de courage. Et elles vont donner la liste interminable des symptômes de l'abus sexuel. Donc ces symptômes peuvent être aussi bien la boulimie, l'anorexie, l'obésité, la maigreur, enfin tout ce qu'on peut rencontrer comme symptômes possibles, l'impression d'être fou, le sentiment d'être différent, les accès de colère, l'arthrite, le cancer, tout peut être en fait un symptôme d'un abus sexuel subi dans l'enfance. Le livre est accompagné d'un cahier d'exercice et le thérapeute demande au patient de tenir son journal, de noter ses rêves, de regarder des photos de famille, enfin de faire des exercices à domicile après être rentré de sa séance de thérapie. Alors, en France, qui sont les thérapeutes des faux souvenirs? On peut dire que certains sont issus des professions paramédicales, ce sont des kinés, des infirmières, etc. Je dis bien certains. Certains sont des psys autoproclamés. Bon, il est arrivé il n'y a pas très longtemps que c'était un bijoutier qui avait entraîné une jeune femme dans ce problème. Ça peut être aussi des coachs. Certains sont même des psychiatres diplômés, parfois même experts auprès des tribunaux, des psychiatres psychanalystes, des psychanalystes non médecins, des psychologues, des praticiens EMDR, des hypnothérapeutes. En fait, tous ces gens se trouvent réunis par le fait qu'ils ont un credo commun, à savoir ils croient au refoulement et ils croient à l'idée que la sexualité est au centre de toutes les névroses. Ils croient aussi que c'est en creusant dans le passé pour y déterrer des traumatismes qu'on va trouver la cause du mal-être présent et que le récit du souvenir va amener la guérison. Mais on peut se poser la question comment guérir de quelque chose qui n'a peut-être jamais eu lieu. Donc pour ces gens-là, la cause est toujours la même. Ce sont des abus sexuels qui peuvent prendre des formes très diverses de la part de ceux qui les commettent. C'est peut-être un regard, un frôlement de main, une phrase, un geste, jusqu'au viol proprement dit. L'attitude des thérapeutes des TMR face aux souvenirs retrouvés en thérapie. Donc on peut distinguer trois attitudes. Tout d'abord, certains thérapeutes supposent simplement que les souvenirs retrouvés sont vrais, sans nécessité de confirmation indépendante et de preuves. D'autres thérapeutes mettent de côté la question de l'exactitude des faits. Pour eux, ce qui importe, c'est que les souvenirs soient vrais pour lui ou pour elle. Deux vérités pour eux, la vérité scientifique et la vérité thérapeutique. Elles peuvent très bien, se trouver parallèles. D'autres encore s'abstiennent de douter ou de critiquer pour créer un environnement thérapeutique favorable au soutien du patient et à son acceptation de la thérapie. Alors le débat autour du refoulement et de la mémoire, donc tout d'abord les caractéristiques de la mémoire. Donc notre mémoire nous donne notre identité personnelle, nous la sollicitons à tout moment dans nos actions, nos relations à autrui. L'oubli ordinaire est quelque chose de naturel. Il nous permet de nous adapter, d'agir dans le présent. Le mythe, important de voir, c'est l'idée que la mémoire humaine fonctionnerait comme un album photo, un enregistreur, une caméra vidéo, stockant avec précision les événements vécus, et que la récupération des souvenirs serait identique à l'événement original. En fait, la mémoire possède un processus suit un processus qui est reconstructif. Elisabeth Loftus dit ceci très intéressant: nos souvenirs sont constructifs et reconstructifs, ils fonctionnent un peu comme une page de Wikipédia, vous pouvez les changer, mais d'autres peuvent le faire aussi. Le débat à propos des souvenirs d'enfance. Donc selon les partisans des TMR, tous les événements de l'enfance seraient mémorisés avec exactitude, mais l'inconscient les rendrait temporairement inaccessibles. Pour eux, l'oubli n'existe pas, seul le refoulement existe. Dans la thérapie, on récupère ce qu'on a refoulé. Selon les sciences cognitives, il y a amnésie infantile jusqu'à l'âge de 3 ou 4 ans environ, qui est due à la lente maturation neuronale, notamment l'hippocampe.
Après l'âge de 3 à 4 ans, les expériences traumatisantes ne sont pas oubliées, elles deviennent même souvent obsessionnelles. Le débat à propos du refoulement, je vais abréger beaucoup, les partisans des TMR considèrent que nous refoulons, que ces événements, ces souvenirs, ces événements restent intacts, que la thérapie va les réveiller sans les déformer, alors que les chercheurs des sciences cognitives montrent qu'en fait, en général, les émotions fortes renforcent les souvenirs, nous les gardons en mémoire pour ne plus refaire les mêmes expériences. Et ils font des ravages aussi, elles font des ravages aussi chez les victimes réelles d'abus sexuels avérés, puisque leurs témoignages vont souvent être discrédités à cause de la confusion entre vrais et faux souvenirs. Tout thérapeute devrait être informé et informer le patient du risque de faux souvenirs inhérents à la thérapie. L'idéal, c'est ce qui se pratique aux États-Unis, un contrat de consentement éclairé entre le patient et le psy qui préviendrait du risque de confusion entre vrais et faux souvenirs. Autre exigence, il faudrait pouvoir donner une formation plus scientifique aux avocats et aux juges. Voilà. Je vous remercie de votre attention.